la, en prise de parole, ton interlocuteur, nous, on a, dans notre méthodologie, on a, on pourrait dire, une espèce de philosophie, c'est d'être complètement centré sur l'interlocuteur. Le plus important, c'est le récepteur. C'est lui qui a raison. Voilà. Donc, s'il a perçu que j'étais pas bien, je peux pas lui dire, mais tu t'es trompé. Je peux pas lui dire, tu as mal écouté. Il a perçu ce message, il l'a reçu. À moi de faire en sorte qu'il reçoive des messages différents, etc. Donc, comme je suis centré sur le récepteur, c'est intéressant, avant de commencer à savoir quel type de travail je dois faire sur moi-même, c'est quelles sont les attentes d'un interlocuteur qui va consommer une prise de parole en public ou en réunion ou en visio. Et il y a quand même des classiques. La première attente, celle qui vraiment qui est peut-être le plus petit dénominateur commun de tous les interlocuteurs, c'est je veux que ce soit facile d'accès. Je ne veux pas avoir à faire un effort pour avoir accès à ton contenu. Donc je veux que tu me parles simplement, je veux que tu me parles doucement, je veux que tu parles assez fort pour que l'information m'arrive, je veux que tu aies un certain niveau d'articulation, je veux que tu utilises des mots que nous avons en commun, je veux que ta logique de discours soit facile à partager, que j'ai une capacité un peu à m'approprier ce que tu dis. Ça, c'est la première attente. OK, voilà. OK, très bien. Donc, aujourd'hui, je suis là avec Laurent Philibert. Laurent, tu peux te présenter? Alors, je suis Laurent Philibert, je dirige la pédagogie d'un cabinet de formation qui s'appelle Personnalité. Donc, j'ai en charge la formation des formateurs qui interviennent chez nous, qui sont des experts plus que des formateurs, des experts dans des métiers très différents qu'on a peu l'habitude de voir dans le monde de l'entreprise, comme des comédiens, dont je fais partie, des journalistes, mais également des boxeurs, des anciens négociateurs du GIGN, des pilotes, des commandants de bord de l'aviation civile. Voilà. Donc moi, je les manage et je leur transmets la méthodologie personnalité et je leur transmets aussi peut-être la fibre pédagogique pour qu'il reste des personnes qui transmettent des savoir-faire et pas juste des gens qui expliquent leur vie, leur œuvre. D'accord. Et du coup, tu as combien de formateurs? Ouais, spécialistes, si on veut dire. On a un pool en gros de 40 experts. OK. Ouais. OK, ça, c'est beaucoup. Et du coup, le métier, la formation que vous proposez, c'est toi, tu fais la prise de parole en public et tu as un box aussi. Tu peux nous parler un petit peu de la formation que vous faites chez Personnalité? Alors, les formations, elles sont, le spectre est assez large, mais bon, il y a quand même une cohérence. Nous, on se positionne comme étant vraiment l'acteur de l'excellence relationnelle. Donc, en gros, dès que, essentiellement dans les grandes entreprises, il y a un sujet relationnel, un sujet de connexion entre individus, c'est notre rayon, comme on dit. C'est-à-dire que ça va, la chose, vraiment pour une niche dans les entreprises qui est le média training, c'est-à-dire quand je dois parler à la presse, quand je dois m'exposer dans les médias, que ce soit les médias écrits, digitaux ou télévisuels. Ça va par la prise de parole en public, qui est quand même le cœur, le gros des troupes de nos interventions. Prendre la parole sous forte observation en présentiel, mais également sous forte observation en distanciel. On s'est adapté à ce qu'on est en train de faire, Georges. Oui. Parler comme si on était l'un à côté de l'autre, alors que nous sommes très loin l'un de l'autre et que nous ne partageons pas du tout la même intimité. Tu es dans ton bureau, je suis dans le mien. Donc ça il y a des choses qu'il faut mettre en place pour s'assurer que la relation reste excellente. Le storytelling est également vraiment une formation qui marche énormément, sur lequel on a quelque chose de plutôt précis à dire et singulier à dire chez Personnalité. C'est quoi le storytelling exactement? En fait, c'est l'art de faire passer les informations en utilisant le canal
narratif, c'est-à-dire le canal plutôt émotionnel. D'accord. Alors que la plupart des personnes qui préparent leurs interventions sur les prises de parole le font avec plutôt l'esprit cartésien, logique. Alors, comment je vais organiser de manière la plus logique possible mes faits. Alors que le storytelling est plutôt en rupture avec la logique et s'appuie essentiellement sur l'expérience émotionnelle, le parcours émotionnel qu'on va faire vivre à son interlocuteur ou à ses interlocuteurs. D'accord. Et ça fait partie de la prise de parole en public, la formation pour ça, ou c'est une autre chose complètement? Alors, pour moi, c'est une deuxième étape. D'abord, on va faire les bases, les fondamentaux de la prise de parole en public pour savoir comment je réagis, moi, dans ce type de contexte, qu'est-ce que j'exige de moi-même quand je m'offre au regard de toutes ces personnes, quels sont mes réflexes, les schémas avec lesquels j'ai l'habitude d'évoluer dans ce type de contexte, un peu de les challenger, ces schémas, pour voir ce qui fragilise un peu ma prestation, surtout ce qui fait que j'arrive pas à être moi-même. Ça, pour nous, c'est très important, c'est pour ça qu'on s'appelle personnalité, faire en sorte que les gens soient eux-mêmes dans des contextes très variés, avec des problématiques de performance ou de stress plus ou moins forts. Donc, d'abord, la première étape, c'est ça. Comment rester moi, moi en étant très efficace en prise de parole. Une fois que j'ai réglé ces fondamentaux-là, je peux passer au storytelling. Si je commence directement par le storytelling, peut-être que la marche peut me paraître un peu haute. D'accord. OK. Donc, c'est important de rester zen et aussi de montrer sa caractère et sa personnalité, comme le nom d'entreprise. Et après ça, c'est la partie de storytelling. C'est ça. Si tu veux, en prise de parole, ton interlocuteur, nous, on a, dans notre méthodologie, on a, on pourrait dire, une espèce de philosophie, c'est d'être complètement centré sur l'interlocuteur. Le plus important, c'est le récepteur. C'est lui qui a raison. Voilà. Donc, s'il a perçu que j'étais pas bien, je peux pas lui dire, mais tu t'es trompé. Je peux pas lui dire, tu as mal écouté. Il a perçu ce message, il l'a reçu, à moi de faire en sorte qu'il reçoive des messages différents, etc. Donc, comme je suis centré sur le récepteur, c'est intéressant, avant de commencer à savoir quel type de travail je dois faire sur moi-même, c'est quelles sont les attentes d'un interlocuteur qui va consommer une prise de parole en public ou en réunion ou en visio. Et il y a quand même des classiques. La première attente, celle qui vraiment qui est peut-être le plus petit dénominateur commun de tous les interlocuteurs, c'est je veux que ce soit facile d'accès. Je ne veux pas avoir à faire un effort pour avoir accès à ton contenu. Donc, je veux que tu me parles simplement, je veux que tu me parles doucement, je veux que tu parles assez fort pour que l'information m'arrive, je veux que tu aies un certain niveau d'articulation, je veux que tu utilises des mots que nous avons en commun, je veux que ta logique de discours soit facile à partager, que j'ai une capacité un peu à m'approprier ce que tu dis. Ça, c'est la première attente. D'accord. Le problème avec cette première attente, c'est que bien souvent, quand on veut travailler sur la puissance du signal d'envoi, sur la voix, sur l'articulation, sur mon comportement, sur la gestuelle, toutes ces choses qui peuvent venir brouiller un peu l'émission, eh bien, il y a une chance que je bascule dans quelque chose qui s'artificialise, quelque chose qui devient un peu mécanique, technique. D'accord. Et donc, du coup, on va nuire à l'authenticité, nuire à ce qui fait que tu es intéressant parce que tu es singulier, parce que tu as un parcours singulier, parce que tu as une certaine psychologie, parce que tu as des convictions. Donc, notre travail, nous, dans cette première formation, c'est de réussir à trouver le bon équilibre entre ce travail où on essaye d'augmenter le signal, essaye de faire en sorte que ta communication soit HD, beaucoup de pixels, mais malgré tout, quand même essayer de retrouver un certain niveau de lâcher prise et d'authenticité pour que la technique s'efface et qu'on ait vraiment l'impression d'avoir quelqu'un qui me parle vrai, qui me dit des choses telles qu'il les pense.
D'accord, donc il faut vraiment maîtriser la base de ça avant de continuer, parce que sinon tout sera perdu lors du discours. Exactement, exactement. Et c'est intéressant parce que beaucoup de règles que tu as dit ça, c'est ceux qui nous disent quand on fait une formation pour être professeur de langue, c'est un petit peu la même règle, c'est être chose assez simple, soit clair, soit Oui, utiliser les bons mots. C'est très important d'avoir ces bases parce que sinon, le reste, c'est pas important parce que tu as perdu les gens. exactement. Pour eux, il faut qu'ils puissent se glisser dans ta communication comme dans un sac de couchage. Il faut que ce soit ultra confortable, facile, que ça nécessite aucun effort. Après, on verra. Peut-être qu'on peut, une fois qu'on les a rattrapés, on pourrait exiger d'eux un effort. Peut-être qu'ils le feront avec plaisir. Mais au moins, au démarrage, il faut que ce soit nous qui fassions les efforts, nous qui fassions le chemin pour venir nous connecter. D'accord. Et du coup, pour maîtriser la base de prise de parole en public, il faut combien de temps, combien de séances, ça dépend de la personne? Alors, on a plusieurs formules. On a une formule qui est en individuel, l'accompagnement individuel, c'est essentiellement pour les dirigeants. On va faire un travail de petits modules espacés dans le temps, des modules de 3 heures, parce qu'il faut quand même le temps de se mettre en marche, le temps de faire évoluer, le temps de les mettre dans la difficulté pour qu'après, ils arrivent à dépasser les obstacles à chaque fois. Donc, c'est 3 heures. Et puis, on va essayer de faire en sorte que la tension nécessaire à la montée en compétences pour l'apprenant soit maintenue en faisant en sorte que la fréquence entre les modules soit plutôt courte, rapide. Donc, un module par semaine, 3 heures, et on va faire à peu près 5 à 6 modules. Donc, en gros, on est entre 15 heures et 20 heures pour assurer la montée en compétence, c'est-à-dire dans quelqu'un qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus net, beaucoup plus puissant en termes de force de signal et qui commence à récupérer le lâcher-prise et l'utilisation de sa propre personnalité pour faire passer ses messages. C'est très intéressant. Alors après, sur un groupe, c'est un peu différent. Sur un groupe, souvent les 15 heures, on va les regrouper sur 2 jours. Okay. Pour que ce soit pour l'apprenant, l'expérience soit pas trop indigeste, d'avoir toutes ces informations pendant 2 jours, on va dissocier 2 éléments indispensables pour leur future communication. C'est l'aspect comportemental, le côté, tout ce qui concerne le messager, l'individu, et puis après, tout ce qui concerne le message, la forme du message, comment je dois le préparer, quel est l'état d'esprit que je dois avoir. La partie comportementale, on va la donner à un comédien qui va leur parler de leurs interfaces, leur voix, leur corps, comment l'utiliser, leur donner des éléments de compréhension, qu'est-ce qu'ils ressentent, quels sont ces symptômes un peu étranges qu'ils ressentent quand ils ont le trac, quand ils ont la pression, et comment on peut l'utiliser pour augmenter le signal plutôt que pour le baisser. Et puis après, le lendemain, avec un journaliste qui est un marketeur de l'information, de se dire comment je peux attaquer un sujet professionnel, mais plutôt avec les réflexes du journaliste qui est je veux que mon public lise l'article, je veux que mon public reste sur la chaîne, je ne veux pas qu'il zappe. Donc là, ça va vraiment être en rupture avec tous nos réflexes académiques, universitaires, qui sont bien pour montrer qu'on sait. En revanche, pour garder attentif un public, c'est un peu plus compliqué. Oui, non, tout à fait. Et tu viens de parler de la trac. Donc, comment gérer le stress dans ces situations? Parce que j'imagine que ça, c'est un problème énorme pour la plupart de vos étudiants. Déjà, c'est de leur donner des éléments de compréhension. Parce que le trac, c'est une peur. Et c'est souvent une angoisse même, puisque on ressent une peur et on se met à avoir peur de notre propre peur. On a peur des symptômes qu'on est en train de ressentir. Comme n'importe quelle angoisse ou n'importe quelle, je dirais, phobie,
d'abord l'élément de compréhension. Qu'est-ce qui se passe? Mm. Pourquoi on réagit comme ça? Et que veulent dire ces symptômes? Pourquoi je les ressens? Déjà, en plus, on va, dans ce moment-là, comprendre qu'on est tous faits sur le même châssis. Mm. Personne ne naît avec le sang bleu en disant bah, moi, il n'y a pas de problème, je peux monter sur la scène du Zénith et ça se passe très bien. Alors, même si certains arrivent à monter sur la scène du Zénith et que ça se passe bien, c'est sûrement le fruit d'un parcours, c'est le fruit d'un travail. Personne ne naît, il n'y a pas un élément on va dire, chimique ou de l'ordre de l'ADN qui fait qu'on a des personnes qui résistent à l'observation et d'autres moins. Donc, comprendre ce qui se passe, quels sont ces symptômes de cette peur, qui sont essentiellement, en gros, un orage biochimique à l'intérieur de notre corps, avec de l'adrénaline et du cortisol, qui nous met en marche pour affronter un défi. C'est ça le truc. Donc tout ce qu'on ressent, le cœur qui bat, la gorge qui se serre, l'accélération de la respiration, les muscles qui se tendent, le fait de ne pas réussir à rester en place, tout ça, ce sont une augmentation de notre physiologie pour nous rendre plus puissants. C'est le stress, c'est le bout de stress, tout simplement. Exactement, exactement. Sauf que pourquoi le trac est compliqué, c'est parce que ces symptômes de l'effort, tous ceux qui font du sport les ressentent, et c'est exactement les mêmes. Hein. Il suffit de courir depuis un quart d'heure, mais mon cœur va taper plus fort, mon accélération de la respiration va être là, je vais avoir une respiration plus rapide et plus forte, je vais changer de couleur, je vais avoir chaud, je vais avoir les muscles qui vont se tendre. Mais bon, personne ne s'angoisse plus que ça, même au contraire. On va aller chercher ces symptômes. Là, dans la prise de parole, ce qui est ultra dommageable pour notre lâcher-prise, c'est qu'on nous a fait croire pendant des années, les années où on était les plus perméables, c'est-à-dire où on était des enfants, notre formation, donc de tous nos parcours scolaires et universitaires, que la prise de parole était avant tout un exercice intellectuel. Et que le corps n'avait pas sa place. Donc, dès que j'avais des symptômes corporels de l'effort physique, je me disais, mais il y a un truc qui ne se passe pas bien. Je suis faible, je suis fragile, je ne suis pas à ma place. Parce qu'autrement, je devrais ne rien sentir, puisque c'est un exercice purement intellectuel. Pourquoi je me mets dans tel état d'ailleurs? On a souvent entendu des profs qui, pour nous rassurer, nous sortaient ces injonctions absolument catastrophiques. Ne te mets pas dans cet état-là. Détends-toi. Ce qui veut dire, moi j'entends, quand je suis comme ça et que je ressens autant de symptômes puissants, c'est que peut-être, s'il me dit ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas fragiles comme moi. Et donc, je vais avoir l'impression très vite que ces symptômes de fragilité, de peur, ils sont uniques. Ils sont faits de ma fragilité à moi, de mon exceptionnelle fragilité. Alors que pas du tout. Le cerveau a compris qu'il y avait un défi et qu'il soit intellectuel ou physique, pour lui, peu importe, la réponse est la même, j'augmente ta puissance. Maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que je fais de cette énergie. Est-ce que j'essaie de la planquer? Est-ce que j'essaie de la contrôler? Ou au contraire, est-ce que je l'utilise? Et là, nous, notre job, c'est de leur montrer qu'on peut l'utiliser et augmenter d'ailleurs, pour le coup, la force du signal avec cette énergie plutôt que d'essayer de la contenir et de la planquer. OK, ça c'est intéressant parce que oui, tout le monde a la trac de temps en temps, c'est tout à fait normal. Et c'est intéressant ce que tu as dit là, que oui, on a cette impression que c'est juste une faiblesse chez nous uniquement, mais ce n'est pas du tout le cas. Et je ne sais pas si en français, vous direz la trac quand on parle une langue étrangère, mais c'est un petit peu la même chose, c'est un stress qui commence. Oui, c'est la chose qui bloque énormément de gens. Même quand ils ont les compétences, ils comprennent, mais ils ont vraiment peur de oser parler. Parce que oui, c'est un défi. C'est un vrai défi. Donc, tu peux utiliser Georges, mais c'est un défi physique. Parler, c'est physique. Ce sont des gestes laryngo-buccaux, parler. Et ces gestes, dans ma propre langue, me paraissent faisables à ma portée, puisque je l'ai fait depuis longtemps, mais quand il s'agit
de commencer à faire des gestes un peu différents, qui ne font pas partie de mon schéma habituel, qui sont les gestes qui correspondent à une autre prononciation, à un autre accent, qui ne sont pas habituels, je n'ose pas parce que je ressens d'un seul coup que mon corps m'envoie des signaux pour me dire « t'es pas à ta place, c'est pas pour toi ». Ça paraît tellement facile pour les autres, c'est pas pour toi, tu vas être ridicule. Donc on essaye de contrôler, de contrôler, de contrôler. D'accord. Donc, on peut utiliser exactement la même astuce pour vos élèves chez Personality et les élèves de langue étrangère, je pense? Je pense que le corps est absolument clé dans notre oralité. Il est la clé de voûte de l'oralité. Il est le passage indispensable entre notre monde intérieur, avec ce qu'on peut avoir dedans, des formes, des idées, des sensations, des émotions, des apprentissages, et le monde extérieur de l'expression, qui a pour vocation de voyager et peut-être de rentrer dans un autre individu. L'étape, le passage, c'est le corps. Donc, quand j'ai une difficulté de passer d'une idée à une expression, la solution, elle n'est pas intellectuelle, elle est physique. D'ailleurs, quand on apprend notre propre langue maternelle, qui se fait sans peine, sans douleur, sans réflexion, ce passage par le corps est évident et on le voit bien. D'abord, quand on essaie d'apprendre à parler à un gamin, on augmente son expression physique. Et d'ailleurs, souvent, les premiers échanges entre des parents et les enfants sont plutôt ce qu'on appelle de la mimogestualité, c'est-à-dire qu'ils vont comprendre nos comportements, ils vont comprendre nos postures, ils vont comprendre nos grimaces. Et après, ils vont associer des mots et des sons à ces grimaces ou à ces gestes, à ces comportements, à ces déplacements. Mais la clé de voûte de l'expression, c'est le corps. Donc, quand il s'agit d'augmenter une performance à l'oral, qui soit de faire un discours, de parler une autre langue, il va falloir remettre le corps à l'intérieur du système. D'ailleurs, si les langues étrangères sont vraiment le parent pauvre de la culture française, c'est parce qu'en France, on apprend à parler une langue avec un stylo à la main. C'est une hérésie. Je ne peux pas apprendre une langue avec un stylo à la main. C'est comme apprendre à chanter avec un stylo à la main. Non, non, tout à fait, tout à fait. Du coup, ouais, je connais pas mal de Français qui se plaignent de l'apprentissage des langues à l'école en France, mais oui, non, mais à mon avis, c'est difficile d'apprendre une langue à l'école parce que les groupes sont juste trop larges, il y a trop de personnes dans la classe, du coup, oui, mais il y a peut-être, bien sûr, je suis pas allé à l'école en France, du coup, je connais pas, mais oui, bien sûr, il y a d'autres exercices qu'on peut faire qui sont. Donc, après toi, il faut faire des exercices qui sont plus physiques, qui sont plus, pour parler plus et écouter plus au lieu d'écrire et lire et être assis aussi. Ça, c'est une erreur d'après toi. Moi, je pense que plus on mobilise le corps, plus on va obtenir le lâcher-prise, plus on va faire péter les freins, qui sont des freins plutôt psychologiques, qui nous empêchent d'avancer. En fait, en gros, il faut que les gens lâchent un peu le bord de la piscine et acceptent de se lancer et de faire des erreurs, de faire des pas de côté, sans que ça pose de soucis. Je pense que là, c'est plutôt le pédagogue qui parle, mais l'autre erreur pour l'apprentissage des langues dans le système scolaire, c'est d'avoir 45 minutes d'anglais par-ci, 45 minutes d'anglais par-là, ce qui fait que, bah oui, ça nous oblige d'apprendre la langue, comme dirait Marcel Jousse, qui est l'anthropologue du geste, comme des singes plumitifs. Mais j'ai besoin d'avoir un certain... Le corps a besoin de temps. Voilà. On ne peut pas faire une activité sportive pendant 45 minutes, c'est un peu compliqué le temps de se mettre dedans. Eh bien, si la langue, si l'oralité est quelque chose de physique, elle nécessite un peu plus de temps, peut-être donc de rassembler. Nous, on pense que 3 heures, par exemple, pour nos modules, c'est le bon rythme. OK. Moi, je pense qu'en dessous de 3 heures, pour apprendre une langue, c'est compliqué, d'autant plus si on a une classe de 35 élèves.
Ouais, non, tout à fait. Et aussi, surtout au début, c'est très fatigant d'apprendre une langue. Du coup, en fait, ouais, pour les débutants, on conseille de faire le micro-learning, mais oui, bien sûr, après ouais, le niveau peut-être faux débutant, c'est mieux de passer des heures à apprendre une langue, même si c'est juste écouter la musique ou regarder une chaîne YouTube, Exactement. Donc, chez Personality, tu fais les séances de formation de 3 heures comme ça? Ouais, 3 heures ou alors 14 heures sur 2 jours. OK. Puis après, on a des choses qui sont différentes, parce que parfois, on a des missions vraiment très ponctuelles où on vient entraîner quelqu'un, préparer quelqu'un pour un événement de communication, parce qu'il va passer sur BFM, par exemple, ou parce qu'il doit faire sa grande intervention pour son séminaire de rentrée. Et donc là, c'est à voir avec les services de communication des entreprises, combien de temps on a en disponibilité la personne, et puis pour l'amener, pour que ce soit un succès, c'est-à-dire qu'ils se sentent bien, à l'aise, et puis efficace surtout. Et donc, quel est le profil de vos étudiants? Nous, c'est les cadres. Voilà. Donc les managers, après on a des cadres dirigeants et on monte jusqu'aux COMEX, aux membres des COMEX. OK. En fait, ceux Donc, qui sont les plus exposés en termes de communication dans les grandes organisations. d'accord. Et c'est plutôt au sein de l'organisation, ou les deux, au de l'entreprise et aussi, ouais, au sein de leur équipe, l'entreprise. Donc, c'est les deux. Ils doivent être bonne communication. Exactement. En En gros. interne, en externe. euh, euh, donc, nous, on les forme soit ici, chez Personnalité, on a des studios Mhm. qui sont dédiés à notre méthodologie, qui est vraiment très. Tu as vu, le corps est important. Donc, on a vraiment une approche qui est très discipline sportive. Donc, nos ateliers dans lesquels on les fait travailler, parce qu'on leur fait faire beaucoup d'exercices. Il y a quasiment pas de slides. Ils OK. sont pas assis en train de gratter. On les met debout, ils pratiquent, ils se gourrent, ils se trompent, ils sont face à la difficulté, ils vont exiger des outils pour pouvoir dépasser les difficultés. C'est comme ça un peu quand nous, on les met en place. Donc, on a des studios qui sont dédiés pour une belle expression de cette méthodologie. Et puis, Mhm. mais bon, on se déplace, on a des studios mobiles, on se déplace, on va chez les clients pour faire Oh, des cool. formations chez eux également. Et puis, depuis la crise de Covid, on a adapté notre pédagogie à cet nouvel outil qui est la visio. Oui. Et Et on a des c'était difficile de faire ça, de faire ce type de formation en ligne. J'imagine que c'était très difficile. Alors, quand c'est arrivé, on a eu un énorme doute existentiel. C'est comme nous, on était vraiment sur l'action. C'est-à-dire qu'il fait, on le filme, et toute notre pédagogie, c'est du décryptage de ce qu'il va nous proposer dans les exercices avec des films. Je veux dire, Mm. avec la visio, autant les formations où on déroule des slides, où on a un prof qui parle derrière une caméra, on se dit oui, mais nous, c'était pas du tout ça. Donc, on se dit, en gros, on était comme des profs de tennis. Je ne peux pas faire un Mm. cours de tennis par visio. Et donc, on a eu un vrai doute existentiel. Puis après, on s'est dit, bon, allez, il faut qu'on innove. Donc, on a investi pour que l'expérience de l'apprenant soit quasiment la même que s'il était dans notre salle de formation, avec des outils qui permettent d'avoir un formateur dans des très bonnes conditions, avec un son magnifique, dans des décors, donc pas assis derrière un bureau, mais vraiment là, présent, comme s'il était. Moi, j'étais en train d'assister à sa formation en salle, avec des grands écrans tactiles, pour faire des partages de documents, avec des écrans blancs digitaux qui permettent là aussi d'être partagés d'un écran à l'autre, et surtout des capacités d'aller filmer l'individu chez lui, Mhm. autrement qu'avec les outils d'enregistrement de Zoom ou de Teams, qui ont un gros problème pour nous, c'est qu'ils décalent. Quand on filme, on ne peut pas récupérer le fichier tout de suite.
Alors, Ah nous, oui, on a oui, oui, les oui. médias. Donc, on a développé des technologies qui nous permettent d'aller filmer, d'aller chercher les interfaces de l'ordinateur de l'apprenant, sa caméra et son micro, et de filmer en direct chez nous, et après de OK. pouvoir utiliser son image et décrypter ce qui se passe. Donc ça a été un grand doute, mais ça nous a plutôt motivés pour se dire, allez, il faut qu'on soit innovant, il faut qu'on soit inventif, c'est la nouvelle donne, et donc il faut qu'on y aille. Et donc du coup, maintenant, ça fait partie de notre offre pour Ouais, certaines formations, et c'est ce qui fait d'ailleurs que on a élargi notre marché. Alors, on était déjà un acteur international, c'est-à-dire qu'on allait faire de la formation aux États-Unis, en Asie, au Moyen-Orient, mais on envoyait nos formateurs. Bon, ah, c'était cool. donc pour certains clients, parce que c'est quand même un sacré budget d'envoyer un formateur pour faire une formation à l'autre bout du monde. Et Mm. maintenant, comme on peut faire des classes virtuelles et qu'on a la technologie pour leur faire des choses même chez eux, on a des classes un peu partout dans le monde et parfois même on a des classes où on a dans la même classe, on a un Indien, un Américain, un Égyptien. Donc Cool. c'est assez marrant. Il y a d'autres problèmes de communication plutôt multiculturels. Oui, aussi. Non, mais ça a dû être un défi très intéressant de s'adapter pour la formation en visio, mais c'est toujours une opportunité, un moyen d'essayer de nouvelles choses. Et du coup, donc, vous filmez vos apprenants, ça fait partie des exercices que vous faites chez Personnalité pour tout le monde, ou c'était juste pour la formation en visio? Non, on filme tout le temps. OK. Si tu vois le logo là, c'est Uh-huh. un objectif de caméra. Voilà, OK. C'est Mon nom, je le vois. Je ne l'ai pas vu avant, mais mon nom, tu as c'est- dit c'est, ça, je le vois. c'est central dans notre pédagogie. Ah, C'est-à-dire OK. que ce que tu vas venir apprendre ici, c'est à te regarder, c'est à Hmm. comprendre ce que tu fais. Et donc, ça va se faire à travers l'œil de la caméra. Donc, ta personnalité, on va la retrouver, on va la comprendre à travers l'œil de la caméra et tu vas voir comment tu peux l'utiliser différemment, comment tu peux élargir les zones, les contextes dans lesquels tu vas pouvoir être toi dans le lâcher-prise. Ce qui est souvent très frustrant pour nous tous, c'est de sortir d'une réunion en disant, mais en fait, j'ai été en dessous de ce que je suis capable. Hmm. Ils ne m'ont pas entendu comme je suis. Je n'ai pas été capable de dire les choses telles que je les pense, avec mes capacités intellectuelles, avec ma passion. Je n'ai pas été capable de répondre à une question, je n'ai pas été capable de rétorquer à une objection. Vous savez, quand on sort d'une réunion et qu'on se dit « Ah, pourquoi je ne lui ai pas dit ça quand il est venu m'attaquer sur ce sujet-là ?» Ah, bah voilà, parce que, bah, écoute, c'est parce que pendant la réunion, tu étais très dégradé. Hmm. Donc, on va essayer d'éviter d'avoir ce type de frustration. Et pour éviter d'avoir ce type de frustration, eh bien, on va te remettre dans le même contexte. On va revenir t'attaquer, on va revenir te titiller, on va réinjecter du stress dans ton comportement, mais on va te filmer. Donc, tu vas comprendre ce qui se passe. Mais comme d'ailleurs tous les sportifs de haut niveau, il n'existe Hmm. plus des sportifs de haut niveau qui ne font pas ce travail absolument essentiel de la caméra et de l'observation, de comprendre le geste, de redébriefer un match après coup avec le coach. Oui, non, OK, c'est intéressant parce que mais j'imagine que ça doit être assez difficile pour certains au début, mais peut-être pas avec le profil de vos élèves. Peut-être ils ont l'habitude d'être devant la caméra pour certaines choses. Je ne sais pas. Est-ce que c'est naturel pour certains et tout difficile pour Non, d'autres? la plupart, quand ils arrivent dans nos studios et qu'ils voient toutes ces caméras, ils sont ouh là 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 là. J'imagine, Mais, j'imagine. mais bon, ils se rendent compte très vite que dès le premier exercice, que l'utilisation dont on en fait est très bienveillant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, là pour le coup, moi, ça fait partie de mon job, c'est de former les apprenants, pas les apprenants, les experts, à, à faire très attention avec l'image visuelle et l'image sonore de nos apprenants. C'est une OK. matière fragile qu'il faut traiter avec des gants blancs. Donc il y a vraiment des. Et à partir du moment où on respecte ces quelques règles, euh, tout le monde passe à la caméra et tout le monde d'ailleurs même la réclame après, en Hmm. disant ah dommage, j'aurais aimé encore un peu plus. D'accord, OK. Ouais, non, mais j'essaie d'apprécier ces interviews
sur Zoom, je dois m'écouter après, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Et avant, je me suis jamais vu pendant le français en vidéo. Je me suis vu, bien sûr, sur la vidéo en anglais avec mes amis et tout ça. Donc, c'était la première fois que j'ai vu ça. C'était une expérience. C'était intéressant. Mais en fait, mais ça m'a aidé, en fait. Après, ça m'a aidé. Parce que là, ça te donne une idée de ce que les autres reçoivent de toi quand tu parles. Alors, c'est normal qu'on ait toujours une espèce d'appréhension quand on se voit ou quand on s'écoute. Pour plusieurs raisons. Pour la voix, c'est parce que quand toi, tu t'entends, quand tu parles, tu es habitué, ton cerveau est habitué à une certaine musique. C'est-à-dire que quand tu parles, bien entendu, ta voix repasse par les voix extérieures, par l'oreille externe, mais ta voix, elle résonne à l'intérieur avec des résonances osseuses, caverneuses. Et donc, toi, à chaque fois que tu parles, tu as une espèce de gloubi-boulga, de mélange entre ces voix extérieures et toutes les résonances intérieures. Et tu es habitué à ça. Pour toi, c'est ton identité sonore. Quand tu repasses sur un enregistrement, hop, c'est toi, mais sans les résonances osseuses et caverneuses. C'est toi comme les autres t'entendent. Donc, tu as tendance à avoir l'impression d'avoir une voix plus aiguë qu'habituelle, puisque les résonances à l'intérieur rendent des choses un peu plus graves. Voilà. Alors, le pire, c'est quand on est enregistré en train de rire. Ça, on a tous l'impression d'avoir un rire de canard. C'est notre voix. Il faut s'habituer à ce qu'on est. Il faut s'habituer. Alors après, sa voix, c'est pas son niveau d'articulation. Parfois, on peut écouter et se rendre compte que, en fait, j'articule très mal. Et pour la réception des autres, c'est un vrai souci. Pour mon image, pour mon autorité, pour mon leadership, le fait d'avoir une voix avec des mots qui ne sont pas bien dessinés, des sons qui sont un peu mélangés, ça manque d'autorité, ça manque d'affirmation. Et donc, on va travailler là, sur le coup, sur la technique, sur la précision, sur le découpage des sons, qui va faire que ça va augmenter la force du signal. D'accord. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans l'apprentissage de langue aussi, j'imagine, se filmer et de se concentrer sur certains points qu'on fait mal. Je pense que c'est très important même. Okay. Je pense que c'est très important. Tout ce qui est de l'ordre de la prononciation, ce qui est compliqué pour un étranger, la prononciation, surtout pour les Français, puisqu'on apprend par le mot, par le stylo. Donc nous, on lit. Aussi, les Anglais en français, la prononciation en français, c'est pas évident non plus. Et donc, si je veux pouvoir associer les fréquences, comprendre la bonne prononciation, c'est difficile. Mais bon, il y a le mime, c'est-à-dire que j'écoute l'autre et j'essaie de reproduire, mais j'ai l'impression de reproduire ce qu'il fait, alors que, parce qu'il y a mes résonances, tout ça, mais si je me réécoute sur si tu veux, c'est exactement comme le tennis. Moi, la première fois que je me suis regardé, parce qu'on m'avait filmé en train de jouer au tennis, j'avais l'impression de faire le même coup droit que Roger Federer quand je le faisais, en termes de proprioception. J'avais vraiment l'impression. Et puis quand j'ai regardé la vidéo, en fait, je me suis rendu compte que je jouais comme mon père. Voilà. Donc, c'est voilà, la différence entre cette proprioception et la perception. Et ce qui est intéressant, et d'ailleurs ça c'est notre job à nous, et je pense que pour la prononciation, c'est aussi ton job à toi, c'est d'aligner la proprioception avec la perception, le monde intérieur avec le monde extérieur. Ok, intéressant. Et du coup, je voulais aussi te demander s'il y a une approche différente selon le contexte de la prise de parole, si tu changes la technique que tu utilises, ou est-ce que c'est pareil pour tout? Pour toutes les cultures, tu veux dire? Pour tout le contexte, tous les contextes. Alors, oui, il y a quand même il y a des différences. Il y a des différences avec la taille du public. Voilà, il y a des différences si je suis obligé de passer par des interfaces comme, parce que parfois quand c'est vraiment très large,
il y a une partie du public qui va me regarder sur les grands écrans. Je vais être obligé d'avoir un micro. Donc là, il y a quand même des choses où il faut leur donner des clés sur l'utilisation de ces outils, parce que ça a un vrai impact sur la réception. Donc, comment on utilise un micro? Par exemple, tout le monde fait la même erreur. À partir du moment où il a un micro dans la main, c'est que je vais prendre mon micro, je vais prendre la télécommande là, je vais prendre mon micro avec ma main agile, avec ma main forte, avec la main avec laquelle par exemple, a priori, tu es droitier, tu utilises ta main droite pour tenir ton stylo. Si tu avais à prendre un micro, ben, tu ferais pareil. Et donc, tu mettrais ta main avec laquelle c'est ta main forte, tu vas l'immobiliser pour tenir le micro. Et donc, en gros, tu vas te donner uniquement la main gauche pour faire ta gestuelle, pour extérioriser ton énergie, ton trac, ton stress. Tu vas sentir que c'est pas agréable, c'est inconfortable, que ça te demande plus d'efforts qu'habituellement. Ben oui, parce que ta main avec laquelle normalement tu es plus confortable et plus agile, elle est occupée. Donc il faut mieux faire l'inverse. Ça, c'est technique. Parce que la nature te fait prendre les objets avec ta main agile. Donc je prends mon micro avec ma main faible et puis bah, ma main droite, elle fait ce qu'elle a à faire très naturellement et j'aurai cette impression d'être à ma place, confortable, agile. Et donc, ça va aider à la mise en confiance le plus rapidement possible. Par exemple. Non, ça c'est très intéressant. Je n'aurais jamais pensé à ça. C'est super intéressant de prendre le micro avec ta main faible. Mais ça, c'est logique. C'est logique de faire comme ça. Et du coup, donc, pour terminer, est-ce que tu vois d'autres erreurs courants? Quels sont les erreurs courantes que tu vois le plus souvent? L'erreur courante qui est la plus répandue, moi je dirais même, c'est 100% des gens qui viennent chez nous qui ont cette erreur. À la rigueur, c'est même plus une erreur, c'est un schéma, c'est un réflexe qui est lié au formatage scolaire et universitaire dans lequel on est tous passés. Tout le monde vit la prise de parole comme parler devant du monde. D'ailleurs, c'est même rentré dans l'expression. Demain, je dois présenter la stratégie 2023 devant le COMEX. Demain, je dois évoquer le lancement de notre nouveau produit devant les forces commerciales. Parler devant, ça, pour le coup, c'est le job des comédiens. Ce n'est pas le job d'un communicant. Un communicant, il ne parle pas devant les gens, il parle avec les gens. Mais ça, c'est une erreur qui est absolument fondamentale parce que ça change tous les programmes qu'on va mettre sur on quand je vais prendre la parole. Ma gestuelle, ma voix, la structure de mon message, les réflexes intellectuels, les réflexes psychologiques. Est-ce que je parle avec les gens ou je parle devant les gens? Est-ce que je vis l'œil de l'autre comme quelqu'un qui m'observe à travers une vitrine, comme si j'étais un produit? Ou est-ce que je suis en connexion, j'établis des ponts de communication que lui devra remonter également à un moment donné? Donc, mon comportement doit être différent si je parle avec toi, parce que je veux te faire réagir, je veux t'intégrer. Ma voix sera également différente, mais la structure de mon message sera aussi complètement et radicalement changée si je pense que je veux parler avec toi et je veux te laisser une place, plutôt que de parler devant toi. D'accord, ok, très intéressant. Et du coup, si quelqu'un nous regarde et souhaite apprendre plus, il peut trouver plus de conseils sur ta chaîne YouTube, pour personnalité? Oui, on distille comme ça des petites pastilles où on donne quelques conseils. Et puis autrement, à travers aussi les décryptages qu'on fait de certaines communications de dirigeants ou de personnages publics, on peut aussi venir glaner quelques tips, quelques conseils, quelques techniques qui peuvent modifier notre approche de la communication. Ok, intéressant. Donc, je vais mettre ce lien dans la description de cette vidéo. Et voilà, si les gens veulent te contacter, ils peuvent aussi, j'imagine, taper personnalité.fr. Exactement. Et là, le site est là et toutes les informations sont à disposition. D'ailleurs, dans le site, il y a même un blog où là, c'est pareil, on relaie des articles, on donne du contenu pour ceux qui se passionnent pour cette discipline qu'est la communication interpersonnelle. Ah, très bien. Non, je vais jeter un coup d'œil parce que ouais, c'est super intéressant tous les conseils que tu as donnés aujourd'hui. Je pense qu'on peut utiliser énormément de ces conseils pour l'apprentissage des langues.
ouais, il y a les choses que ouais, dont j'ai jamais réfléchi avant, mais maintenant, je vais commencer à penser si je peux inclure quelque chose dans nos formations. Donc, c'était super utile. Donc, ouais, merci d'être venu. Et oui, merci beaucoup. Et, Merci à toi, Georges, c'était un plaisir. C'est un plaisir pour moi. Et puis, longue vie à ta chaîne.